Aujourd'hui, Marie-Georges Buffet, députée communiste de Seine-Saint-Denis et ancienne ministre. Elle sera interrogée par Francis Letellier et Françoise Fressoz, éditorialiste au journal Le Monde. Merci Marie-Georges Buffet d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. Tout à l'heure, vous serez dans la rue, à Paris, pour une manifestation du Front de gauche contre l'augmentation de la TVA au 1er janvier. Vous allez y retrouver Jean-Luc Mélenchon qui a lancé l'initiative. Mais hier en Bretagne, il y avait une autre manifestation où là, il y avait des dizaines de milliers de personnes avec les bonnets rouges qui eux aussi se plaignent du trop de fiscalité et aussi de la dégradation de l'emploi. Alors on va revenir sur ces deux mouvements qui sont peut-être concurrents ou pas, vous allez nous le dire tout à l'heure au cours de cette émission. Mais on va commencer par le visage de l'homme qui a relancé le débat sur les rémunérations des grands patrons cette semaine. C'est notre image de la semaine. Philippe Varin, le président du directoire de PSA. 21 millions d'euros de retraite chapeau, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'était prévu dans son contrat quand il quitte le groupe. Finalement, il y renonce. Pierre Gattaz du MEDEF dit l'histoire est close, terminée, c'est pas la peine d'en reparler, c'est fini. Est-ce que le débat est clos? Mais non, le débat n'est pas clos, parce que dans quelques semaines, on apprendra qu'il y a de nouveau une retraite chapeau pour un autre patron. Il faut à la fois légiférer pour interdire ce genre de pratique, et il faut, deuxièmement, légiférer pour faire en sorte qu'il y ait un écart maximum des salaires dans une entreprise. De combien à combien? On peut être de 1 à 20, ce qui est déjà énorme. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous prenez le groupe dont M. Varin est le PDG, le groupe PSA, Peugeot-Citroën. Le groupe PSA, sous son autorité, il a été décidé la suppression de 11 000 emplois. Dans quelques mois, PSA Aulnay va fermer et il y a encore 1000 salariés qui sont dans cette entreprise qui n'ont pas de solution d'emploi. Et puis, en plus de ces plans-là, on a fait un autre plan pour geler les salaires et faire travailler plus les salariés de PSA. Comment ils peuvent penser, au niveau des conseils d'administration, alors que l'État est actionnaire de cette entreprise? Mais justement, ils ont pu penser que ça passerait comme ça? Vous parlez du conseil d'administration. L'État a un représentant. Bien sûr. Les syndicats savent aussi ce qui se passe dans le groupe. Mais les syndicats l'ont dénoncé quand même. D'accord, mais on a l'impression qu'on découvre aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans cette histoire? Est-ce que Philippe Varin, finalement, n'est pas un bouc émissaire? Mais c'est pas l'homme, c'est le système qui est un système voyou. À partir du moment où il n'y a pas un véritable pouvoir des salariés dans la gestion des grandes entreprises, et à partir du moment où l'État ne joue pas son rôle, enfin l'État a versé 70 millions de crédits de compétitivité à PSA. Et quand vous dites l'État, c'est-à-dire que le gouvernement ne joue pas son rôle? Mais le gouvernement ne joue pas son rôle. Quand on verse de l'argent public à une entreprise, on vérifie à quoi sert cet argent public. Vous vous rendez compte, le raccourci, je verse de l'argent public et je touche 21 millions. Enfin, c'est pas acceptable pour les salariés. Vous dites que c'est un système voyou. Jean-Luc Mélenchon est allé plus loin. Lui, il a dit Philippe Varin est un patron voyou. C'est un patron voyou? C'est pas la question de l'homme. Mais bon, chacun parle comme il veut. C'est pas la façon de l'homme. Vous diriez pas c'est un patron voyou. Moi, je dis c'est un système qui est voyou et qu'il faut absolument réglementer. Il faut réguler ces pratiques. Et ça dépend de la loi. Donc, j'ai envie de dire, à nous les politiques, de prendre nos responsabilités. Vous renvoyez le gouvernement et François Hollande à ses promesses? Oui, je pense. Enfin, quand même, on ne peut pas avoir fait tout un discours sur je vais mater la finance, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. Et depuis qu'il est au pouvoir, ne pas arrêter de faire des cadeaux quand même au grand patronat. On va parler du chômage maintenant. Malgré la baisse de 0,6% en octobre, selon les derniers chiffres publiés, le gouvernement reste évidemment au chevet de l'emploi, parce que ça va mal quand même. Cette baisse du chômage est en grande partie due aux emplois aidés. Alors que ce soit les contrats de génération, les contrats d'avenir qui concernent en particulier les jeunes, les stages, les formations, contrats que vous soutenez, que vous avez votés. Pensez-vous vraiment que ça suffira à résoudre le chômage? Non, ces contrats aidés ont une qualité qui est de permettre à des jeunes qui sont en général très loin du travail, qui ont parfois été en échec dans leurs études, de retrouver le chemin de la formation et du travail. Donc ça veut dire que ça ne résoudra pas le chômage? Mais ça ne résout pas la question de l'emploi en soi. D'ailleurs, on voit que si on fait le total des catégories ABC, c'est-à-dire chômage réel sans du tout... C'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas du tout et ceux qui travaillent quelques heures seulement. On est à plus 41 000 personnes touchées. Donc il faut vraiment, si on veut trouver des solutions pour l'emploi, ça passe par la relance de la consommation. J'ai vu qu'un quotidien titrait cette semaine que le fait que la consommation stagne, voire régresse sur certains produits, faisait que la relance ne pouvait pas partir. Relance de la consommation, ça veut dire quoi? Augmenter les salaires? Mais les salaires, depuis des années, sous Sarkozy, mais également sous le gouvernement Hollande, il y a un mot qui est devenu tabou, c'est le mot salaire. Or, on ne peut pas faire marcher une économie si les hommes et les femmes de ce pays n'ont pas les moyens de répondre à leurs besoins par la consommation. Ce qui s'est passé dans l'automobile, c'est la baisse aussi dramatique des immatriculations. À propos des emplois aidés, ils sont financés par l'argent public, donc par les impôts. Il y a 3 milliards d'euros qui sont prévus pour ces emplois aidés en 2014. Comment défendre une baisse des impôts tout en défendant les contrats aidés? Mais ce n'est pas la baisse globale des impôts qu'il faut défendre. Moi, je pense que l'impôt est une nécessité. L'impôt, c'est la République. Si on veut avoir de l'école, si on veut avoir de la santé,
Si on veut avoir des services publics, il faut bien que chacun contribue. Le problème, c'est que chacun contribue selon ses moyens. Or, l'impôt est devenu complètement injuste. Parce que qu'est-ce qui rapporte le plus au budget de l'État ? C'est l'impôt sur la consommation, c'est la TVA, c'est-à-dire l'impôt le plus injuste. Pour une famille très modeste, là, le poids de la TVA est plus élevé que pour une famille très riche. Bon. L'impôt sur le revenu n'est pas réellement progressif. Et ce n'est pas cette taxe de 75% sur 2 ans qui va nous résoudre ce problème. Il faut recréer un impôt sur le revenu qui fasse que chacun contribue vraiment selon ses moyens. Et puis il faut surtout, permettez-moi je m'arrête là, mais surtout revisiter complètement l'impôt sur les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes une PME qui cherchez l'innovation, qui crée de l'emploi, vous êtes taxé à 30%, et quand vous vous appelez Total, vous êtes taxé à 8 ou 9%. Et ça ne va pas. Donc il faut revoir l'impôt sur les entreprises complètement. À propos de pression fiscale. C'est pour ça qu'on parle de révolution fiscale. À propos de pression fiscale, hier, entre 17 000 et 35 000 bonnets rouges ont défilé dans les rues de Carré dans le Finistère pour l'emploi, mais aussi contre la pression fiscale, contre l'écotaxe en particulier, puisque tout est parti de ça. Ce genre de mouvement qui mobilise beaucoup plus que les syndicats la semaine dernière au même endroit, en Bretagne, est-ce qu'il n'est pas en train de vous larguer ? Mais ce n'est pas un problème d'être largué ou d'être en concurrence avec ce mouvement. C'est quel est le contenu de ce mouvement. Quelles sont les propositions que porte ce mouvement. Si c'est tout simplement de baisser l'impôt et de supprimer l'écotaxe, je ne partage pas ces propositions. L'écotaxe, il faut la maintenir pour vous. Mais qu'on incite quand même à ce que les transports se fassent plus par le fret que par les transports routiers, au niveau écologique, c'est quand même une véritable préoccupation. Mais ça passe par l'écotaxe, il faut maintenir l'écotaxe pour vous. Mais oui, l'écotaxe, c'était une mesure positive. Après que l'écotaxe soit venue s'ajouter à toute une série de taxes et d'impôts qui donnent un sentiment d'injustice, c'est ce que nous venons de dire, et que les gens se révoltent, je le comprends. Mais pas pour dire plus d'impôts, mais plutôt pour dire un impôt plus juste. Si on se retrouve sur la revendication commune d'un impôt plus juste, alors partageons cette proposition. C'est-à-dire que vous pourriez les soutenir, vous pourriez les manifester avec eux un jour. La question, c'est si on est sur les mêmes propositions, sur le même contenu. C'est pas le cas actuellement. Non, c'est pas le cas actuellement. Vous manifestez donc cet après-midi pour une révolution fiscale, pour vous opposer, vous l'avez dit déjà, à la hausse de la TVA au 1er janvier prochain. Pensez-vous vraiment que le gouvernement puisse faire marche arrière sur cette question-là ? Écoutez, quand je vois combien de fois le gouvernement, depuis qu'il est en place, a fait marche arrière face à la grogne de telle ou telle, ou à l'action de telle ou telle catégorie, on l'a vu sur l'écotaxe, on vient d'en parler, mais sur d'autres mesures également, sur les 75%, avec l'affaire des clubs de foot et ça, je me dis qu'il pourrait peut-être, pour une fois, ne pas simplement entendre du côté du grand patronat, mais qu'il pourrait aussi peut-être écouter les hommes et les femmes qui, cet après-midi, qui sont des hommes et des femmes de gauche, qui sont des hommes et des femmes qui ont élu François Hollande, parce que nous avons élu François Hollande en votant pour lui au second tour. Peut-être qu'il pourrait aussi nous écouter. Nous avons des propositions très concrètes. Donc si vous descendez dans la rue après avoir voté pour François Hollande, ça veut dire que vous avez été trompé, vous vous sentez trompé, déçu ? Vous savez, je suis comme la moyenne, je pense, des Françaises et des Françaises aujourd'hui. Je suis profondément déçu. Nous avons eu cette magnifique campagne de Jean-Luc Mélenchon qui a réuni plus de 4 millions d'hommes et de femmes. Nous avons versé toutes ces voix au service de la victoire de la gauche et de la défaite de Nicolas Sarkozy. Et depuis, nous avons l'impression qu'au plan économique et social, je précise, il n'y a pas de changement dans les grands choix qui sont mis en place. Vous êtes député, vous allez être amené donc à aborder ces sujets fiscaux à l'Assemblée nationale, Bien à sûr, voter pour ou bien contre. sûr. En l'occurrence, c'est plutôt contre du côté du front de gauche sur le budget. Mais au front de gauche, il y a ceux qui veulent aller plus loin. Danielle Simonet, qui est l'une des porte-paroles du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui sera dans la rue à vos côtés cet après-midi, et qui aura sa liste au municipal à Paris, ça on y reviendra, alors que les communistes sont avec Anne Hidalgo, vous pose une question précise. Marie-Georges Buffet, bonjour. Tu es députée de Seine-Saint-Denis et d'un côté de l'eau du périphérique, on voit le poids sur le pouvoir d'achat des politiques d'austérité que nous combattons ensemble. Tout à l'heure, il y a la grande marche pour la révolution fiscale. En plus de demander la baisse de la TVA, que penses-tu qu'on profite aussi de cette mobilisation pour demander qu'il y ait le retour de l'exonération de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle pour les allocataires du RSA que Sarkozy avait supprimé, et qu'en même temps on exige une révolution aussi des impôts locaux qui me semble extrêmement injuste car ils ne sont pas calculés sur l'ensemble des revenus du travail et du patrimoine. Je vous laisse répondre. C'est réalisable ce qu'elle propose, Oui, il faut que dans la réforme des impôts, la réforme fiscale, il y ait aussi la réforme des impôts locaux. Pourquoi ? Parce que ces impôts ne tiennent pas suffisamment compte des revenus des familles concernées. Et les communes sont prises, je dirais, dans un étau. À la fois, il y a les attentes des populations
qui le demandent toujours plus d'équipements à juste titre, toujours plus de services à juste titre. Et puis les communes sont le lieu où, face à la crise sociale, eh bien c'est l'aide sociale qui se développe, c'est l'aide à l'enfance, etc. Bon. Et puis une dotation globale de fonctionnement versée par l'État qui est en nette diminution, puisqu'on va perdre 1,5 milliard de dotation globale de fonctionnement, dont plus de 800 millions de pertes pour les communes. Donc pour trouver de l'argent, il faut faire une révolution fiscale locale. Il faut à la fois modifier l'imposition locale pour la rendre plus juste, et il faut revenir à un taux plus élevé au niveau de la dotation globale de fonctionnement de l'État. Que l'État donne plus d'argent. Voilà. À propos de la réforme fiscale, l'une des idées, ce serait de mettre en place l'impôt à la source. Vous y seriez favorable ou pas? Moi, je ne suis pas très favorable à cet impôt à la source. Alors, bien sûr, on va nous parler de simplification, etc. Mais je pense qu'il faut que chaque citoyen, chaque citoyenne puisse être en pleine maîtrise de la façon dont il contribue au budget de l'État. Et j'ai l'impression que là, ça déresponsabilise un peu les citoyens et les citoyennes. Vous parliez du front de gauche, de la campagne de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle, et c'est plus de 11% des voix au premier tour. C'était le grand rassemblement des communistes et du parti de gauche à l'époque. Aujourd'hui, le front est un peu plus désuni, semble-t-il, notamment à propos de la question des municipales dans certaines villes. On va en parler avec Françoise Fressoz du Monde, qui nous rejoint. Bonjour Francis. Bonjour Françoise. Bonjour Marie-Georges Buffet. Bonjour. Marie-Georges Buffet, vous êtes députée communiste de Seine-Saint-Denis, mais vous avez été aussi ancien ministre et vous avez été aussi secrétaire national du Parti communiste pendant de longues années. C'est à ce titre que je voudrais vous interroger. Vous dites qu'il y a eu une magnifique campagne de Jean-Luc Mélenchon. Mais depuis que François Hollande est élu, Jean-Luc Mélenchon a beaucoup haussé le ton. Et plus il hausse le ton, plus on a l'impression que c'est Marine Le Pen qui engrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je pense que la déception, c'est sûr. On a chassé la droite, la gauche arrive, les politiques ne changent pas vraiment la vie quotidienne des gens, donc ça peut nourrir des mouvements d'extrême droite comme celui de Marine Le Pen. Bon, et qu'il faut dénoncer, parce que Marine Le Pen, elle veut mener une politique libérale sous un discours populiste. Mais ce serait Ce que je veux dire, c'est que la radicalité de Jean-Luc Mélenchon ne profite face pas à à la cela, gauche. Il faut qu'il y ait une alternative à gauche. Parce que sinon, la gauche va disparaître de l'écran télé. Elle va disparaître. Voilà. Les gens ne se reconnaissent pas dans une politique de gauche lorsqu'ils voient... sur la radicalité, comme dit Françoise. J'y viens. Donc, il faut porter une politique de gauche qui soit radicalement différente des politiques libérales qui sont mises en place aujourd'hui. C'est ça notre radicalité. Alors, quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon dire Hollande c'est pire que Sarkozy, vous adhérez à ce genre de radicalité? Non, je ne dis pas, mais non, parce que je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon n'est pas moi. Si nous avons fait un front, c'est parce que nous étions des partis différents. Nous avons des histoires qui sont différentes. Nous n'avons pas tout à fait les mêmes traditions. Nous avons créé un front parce que nous avons besoin de rassembler tous ceux qui, à gauche, veulent mener une politique réellement à gauche. Et quand je vois ce qui se passe au congrès des écolos ce week-end, j'appelle les écolos qui veulent vraiment que ça bouge à gauche à venir nous rejoindre au front de gauche. Vous pensez qu'il peut y avoir une scission des écologistes? Oh, mais je n'appelle pas à la scission. Moi, je suis très attaché à mon parti. Si on appelait à la scission de mon parti, je hurlerais. Mais s'il y a des hommes et des femmes qui veulent, en gardant leur appartenance écologique, leur choix écologique, nous rejoindre pour construire avec le front de gauche une alternative, Madame Buffet, vous rejoindre pourquoi? Pour faire chuter, par exemple, Jean-Marc Ayrault, qui vous tend la main sur la réforme fiscale et vous faites une marche pour la révolution fiscale, c'est ça que vous voulez? Mais madame, on n'est pas là en train de vouloir menacer qui que ce soit. On a élu un gouvernement de gauche, c'est pour faire une politique de gauche. Il ne l'a fait pas. Donc c'est normal que le peuple de gauche descende dans la rue pour exiger qu'il change de politique. Qu'est-ce que vous demandez? Un changement de gouvernement? Vous voulez un nouveau Premier ministre? Un changement de gouvernement pour faire la même politique, ça ne sert pas à grand-chose. Vous savez, moi, j'ai jamais été pour demander les démissions des uns et des autres. C'est pas ça le problème. Le problème, est-ce que ce gouvernement va nous entendre sur la révolution fiscale? Mais pas que sur la révolution fiscale. Par exemple, sur la question des licenciements. Nous avons déposé des propositions de loi, les députés, les sénateurs du Front de gauche, pour empêcher justement ce que nous appelons les licenciements boursiers. Nous avons déposé des propositions de loi pour une relance au niveau de l'industrie de notre pays. Est-ce qu'on veut bien en discuter? Est-ce qu'on veut bien en débattre? Alors, vous déposez des propositions de loi, mais je remarque que cette semaine, au Sénat, deux textes importants du gouvernement, le projet de finances et le projet de financement de la sécurité sociale, ont été rejetés. À chaque fois, deux groupes ont voté contre, vous et l'UMP. Alors, est-ce que c'est lisible pour votre électorat de dire, bah oui, on vote comme l'UMP? Il faut expliquer pourquoi nous votons contre ce budget. Pourquoi nous votons contre ce budget? Mais avec l'UMP. Mais, enfin, vous n'allez pas nous faire ce coup-là. Oui, mais l'UMP vote contre ce budget. Pourquoi? Parce que l'UMP estime que le gouvernement ne réduit pas encore suffisamment les dépenses publiques. Parce qu'ils estiment que le gouvernement taxe encore trop les entreprises. On en a parlé tout à l'heure. Pourquoi nous nous battons contre ce budget? Moi, j'ai défendu 5 budgets, madame. Et des budgets importants, celui de l'école, de l'enseignement supérieur, de la culture, de la jeunesse et des sports. J'ai voté contre plusieurs de ces budgets. Pourquoi?
Parce que les ministres n'ont plus les moyens de prendre des initiatives, parce que les ministres n'ont plus les moyens de développer. Vous êtes en colère contre François Hollande? Oui, je suis en colère contre François Hollande. Pourquoi? Parce que, vous savez, moi je suis députée de Blanc-Ménil, de Stein, de La Courneuve, de Duny, des villes qui souffrent énormément en ce moment, des populations qui souffrent énormément. Or, ces populations avaient placé un espoir dans cette majorité de gauche. Elles attendaient quelque chose de François Hollande et de son gouvernement. Et aujourd'hui, elles se tournent vers nous et elles nous disent « Mais Madame Buffet, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a une dame, l'autre fois, j'allais au coiffeur, il y a une dame qui rentre, des fois au coiffeur, on parle comme ça, mais elle m'a pris tout de goût, elle me dit « Mais enfin, Madame Buffet, il va falloir qu'on fasse la révolution pour que les politiques nous entendent. » Et d'un seul coup, c'est parti dans la boutique. Tout le monde avait exprimé son mécontentement. Alors, vous êtes en colère contre François Hollande, mais au municipal, il y a des alliances. Il y a des alliances avec les socialistes. Vous avez fait alliance notamment avec Anne Hidalgo. À Paris. Et depuis Anne Hidalgo, elle est allée chercher un centriste. Et puis, elle aura peut-être aussi un ancien ministre UMP. Cette grande alliance au municipal entre le PC, le PS, le centre et peut-être un morceau de l'UMP, ça vous va ou pas? Écoutez, les communistes parisiens ont fait ce choix. Ils ont fait ce choix sur la base... Vous le réprouvez, vous? C'est les communistes parisiens qui ont fait ce choix, c'est pas moi qui vais leur donner des leçons. Non, mais le partagez-vous à défaut? Non, je ne le ferai pas, parce que je ne veux pas... Bon, si vous ne le faites pas, en creux, on comprend que vous ne le soutenez pas non plus. Ils ont fait un choix sur la base d'acquis programmatiques dans les discussions qu'ils ont eues avec le Parti socialiste. Bon, ils ont fait ce choix, et je le respecte profondément. Vous le respectez, c'est profondément. Moi, dans ma ville de Blanc-Ménil, nous avons un maire communiste qui est un homme de rassemblement et qui va rassembler toute la gauche pour aller au municipal. Dans d'autres villes, cela n'a pas été possible. Et nous avons fait des listes du Front de gauche pour porter justement cette exigence programmatique au niveau de la gestion municipale. C'est pas un peu de l'opportunisme quand même? Pour Paris? Non, à partir du moment où vous êtes sur la base de propositions programmatiques, ce n'est pas de l'opportunisme. Il faut sauver Pierre Laurent, il faut sauver le soldat Pierre Laurent, parce qu'on dit que c'est souvent pour sauver un poste de sénateur. Pierre Laurent n'a pas besoin d'être sauvé. Franchement, il dirige le Parti communiste de bonne façon et je ne suis pas du tout inquiète pour lui. François. Alors on en vient à la Seine-Saint-Denis, que vous connaissez bien, un département que vous connaissez bien. Dominique Voynet, la maire de Montreuil, a jeté l'éponge cette semaine et elle a été assez violente à l'égard de ses concurrents. Elle dénonce une atmosphère irrespirable, des opposants hargneux et insultants. On va voir quelques-uns de ses propos, effectivement. Alors je voudrais savoir, est-ce que vous, en tant que femme politique dans ce département, vous sentez la même violence? La violence, elle est surtout faite aux habitants de ce département. Ne jouons pas les victimes, nous les politiques, parce que quand même, au lieu de se plaindre, nous avons plutôt à agir et à redonner. Vous savez, il faut qu'on redonne du sens à la politique. Il faut qu'on redonne du contenu programmatique à la politique. Il faut qu'on recrée l'espoir sur des bases solides. Donc, moi, j'évite toujours les petites phrases assassines. J'essaye de respecter les hommes et les femmes avec qui je débat. Donc, je comprends qu'on puisse être des fois mal vivre quand il y a des remarques qui sont désagréables. Mais, enfin, quand même, c'est pas nous les principales victimes de la situation présente. Ce sont les François, habitants une du dernière département. question, rapidement. Jean-Pierre Barre, l'ancien maire, était un communiste dissident. Il veut se représenter, il pense avoir les meilleures chances. Est-ce que vous allez le soutenir? Non, vous savez, nous avons fait le choix, moi je respecte toujours le choix démocratique fait par les militantes et les militants, c'est Patrice Bessac qui rassemble d'ailleurs toute une partie de la gauche sous sa liste. Je n'ai pas pu aller à son meeting l'autre soir parce que j'étais retenue à l'Assemblée nationale pour la loi contre le système constitutionnel, mais je soutiens Patrice Bessac. Jusqu'au bout, vous le soutiendrez jusqu'au bout? Mais bien sûr, pourquoi? Bien sûr. Merci Françoise d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche. On va parler de l'ouverture des magasins le dimanche. Nous sommes dimanche. Le rapport Bailly qui va être rendu demain au gouvernement propose d'en rester au statu quo. On ouvre les magasins de jardinage par exemple, d'ameublement, mais pas question d'ouvrir les magasins de bricolage. Pierre Moscovici dit qu'il est pour plus de liberté. C'est négociable ou pas à vos yeux? Non, c'est pas négociable. Vous savez, la notion de liberté, lorsqu'elle se place dans un affrontement entre ceux qui possèdent et ceux qui vivent de leur travail, la liberté va toujours vers ceux qui possèdent. Donc il faut réglementer, parce que sinon il n'y a pas besoin de code du travail. Dans quel sens, il faut réglementer pour limiter au maximum le travail du dimanche. L'interdire définitivement. Mais écoutez, franchement, on a le droit quand même à être tous ensemble à un moment donné, en famille, dans le repos, dans le calme, on peut aller se promener, on n'est pas obligé que le lieu de promenade, ce soit maintenant les centres, les supermarchés. Vous voyez, on peut se promener ailleurs dans les supermarchés le dimanche. Je voudrais qu'on en vienne à ce qui s'est passé aussi hier dans les rues à Paris, une manifestation en demi-teinte contre le racisme. Oui. Et celui qui est votre adversaire aussi, le Front National, même s'il n'a pas été nommé hier, mais on sent qu'il y a ça derrière. Alors, il y a des manifestations, des concerts, des intellectuels qui se mobilisent. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de lutter contre le racisme et l'extrême droite? Il faut
il ne faut rien laisser passer par rapport au racisme. D'accord. Donc, mais est-ce que c'est en faisant des concerts et des manifestations avec, j'allais dire, toujours les mêmes? Toutes les formes sont bonnes. Moi, j'étais contente qu'enfin, il y ait des manifs qui se lèvent. Moi, j'avais lancé sur mon blog un appel parce que je me disais, mais enfin, on va rester dans le silence. On a traité une ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, on l'a traité de guenon. Enfin, vous vous rendez compte jusqu'où on va. Donc, il faut absolument que partout, des mouvements se lèvent contre le racisme. Toutes les formes de discrimination, d'ailleurs. Et puis, il faut pas simplement manifester, il faut aussi mener un travail de terrain. Parce que moi, j'entends bien sur les marchés comment parfois on m'interpelle, ce que me disent les gens. On a toujours l'impression que le logement, qu'on aurait voulu, le logement social a été attribué à une famille. Et puis cette famille, elle n'est pas de la ville, elle vient d'ailleurs. Et puis on a vu quelqu'un qui a eu une place en crèche. Et toujours l'impression que c'est l'autre qui est responsable de mes problèmes. Donc il faut travailler à expliquer que c'est ensemble qu'il faut faire face. La question qui se pose, c'est la France est-elle raciste ou de plus en plus raciste? Jamel Debbouze, le comédien célèbre, dit, lui, la France n'est pas raciste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais moi, j'ai envie de le suivre parce que ce qui est nouveau... Pour vous, la France n'est pas raciste? Non, mais ce qui est nouveau, c'est que des responsables de très haut niveau ont libéré une parole parfois xénophobe ou raciste. Vous voulez dire qui? Quand on voit, non, mais enfin, quand on a entendu les propos à une époque de Hortefeux ou d'autres personnages publics, bon, on se dit qu'il y a eu une sorte de banalisation. Voilà. Et le travail que fait Marine Le Pen, même si le vernis craque de plus en plus dès qu'elle est un petit peu énervée, pour essayer de dire, mais tout cela, c'est banal. Bon, il faut redire que c'est interdit. Le racisme, c'est un délit. Mais la France n'est pas raciste à vos yeux? Mais non, je pense que la France, elle est capable de solidarité, de fraternité, si on y appelle. Autre sujet qui est arrivé en débat, c'est la nouvelle loi sur la prostitution. Vous étiez sur les bancs de l'Assemblée nationale parce que vous êtes pour mettre à l'amende les clients des prostituées. Pensez-vous que c'est avec une loi comme ça qu'on mettra fin à la prostitution? Il faut que l'opinion publique change de regard sur la prostitution. Pour l'instant, selon une tradition grivoise, libertaire, c'est pas forcément les mêmes. Oui. On tolère la prostitution. On ferme les yeux sur la prostitution. Or, la prostitution, aujourd'hui, est d'une extrême violence. 90% des individus prostitués sont des femmes. Et parmi ces femmes, 85% sont des femmes d'origine étrangère victimes de la traite. C'est ça la réalité de la prostitution. Et elles sont victimes de violences physiques, de violences psychologiques. Oui, mais vous pensez qu'il faut mettre à l'amende les clients? Vous pensez que c'est la bonne méthode? Oui. C'est pas simplement l'amende en soi. On a dit d'ailleurs, avec l'amendement, si récidive, on passera au délit. C'est surtout de dire à l'opinion publique, le responsable, le coupable, le délinquant, c'est pas la prostituée, c'est celui qui utilise le corps de quelqu'un parce qu'il paye. C'est donc le client. C'est un sujet qui divise. Elisabeth Badinter, philosophe féministe, estime que l'État n'a pas à légiférer sur l'activité sexuelle des individus. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais c'est pas une activité sexuelle, c'est pas un désir partagé. Bien sûr qu'il ne faut pas que l'État se mêle du désir partagé, des choix sexuels de chaque individu. Ça, c'est l'affaire de chaque individu, c'est la vie intime. Mais là, ce n'est pas de ça qu'on oppose. Une femme qui se prostitue, c'est une femme qui est forcée, qui est contrainte. C'est une femme qui est souvent violée. Bon, on a lu, pendant le débat, les rapports de médecins qui suivent ces femmes prostituées et qui ont décrit l'état de leur corps. Eh bien là, il faut que l'État protège. Mais concrètement, vous imaginez, vous, les policiers courir derrière tous les clients des prostituées? On les a bien fait courir derrière les prostituées avec le délit de racolage imposé par Sarkozy, qu'on a supprimé d'ailleurs. Et j'ajoute enfin, parce que la loi, ce n'est pas simplement la pénalisation du client, nous avons créé un parcours de sortir de la prostitution où nous allons aider ces femmes avec des moyens pour qu'elles puissent retrouver leur place dans la société. Une dernière séquence qui va nous emmener sur la place Rouge à Moscou où le groupe de luxe français Louis Vuitton, LVMH, a installé cette grande malle, vous voyez, entre la cathédrale Basile le Bienheureux et le mausolée de Lénine. Alors ça a fait polémique, elle a été démontée. Est-ce que vous comprenez que ça ait pu choquer ou indigner les Russes, et les autorités russes en particulier? Vous avez dit quelle horreur dans un premier temps. Oui, parce que quand même, c'est une très belle place. Et là, de voir cet emblème du luxe, en plus, qui n'est pas très beau quand même, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est choquant. Après, c'est assez étonnant que dans cette société maintenant très libérale qui est devenue la Russie, avec ce gouvernement Poutine, le gouvernement ait exprimé un doute sur la présence de cet emblème. C'est carrément la réaction de Poutine qui vous étonne, en fait. Oui. Parce qu'en fait, finalement, LVMH, vous dites c'est le luxe, mais c'est ce qui se porte le mieux en France. Ça vous attriste ou ça vous réjouit? Parce que c'est aussi un secteur économique qui porte. Oui, parce qu'il y a la clientèle étrangère, le tourisme étranger. Mais c'est quand même pas trop les consommateurs français qui consomment les produits de luxe en ce moment. Hein. Mais ça vous attriste ou ça vous réjouit? Non, mais qu'on ait une qualité de produits, moi je trouve ça très bien. C'est aussi une des caractéristiques de notre pays. Mais il faut aussi relancer l'industrie des biens de consommation. Merci Marie-Georges Buffet d'avoir accepté notre invitation dans 12-13 dimanche.